prendre un moment comme ça cet après-midi pour qu'on ait un échange. J'aime bien faire ça quand je vais m'aperçois au bistrot aussi. Donc merci au patron du bistrot de nous accueillir. Je commence en vrac sur peut-être qui était au débat qui vient d'avoir lieu sur la question du travail, de la je pense qu'il y a eu 2 événements pendant l'été. Pour moi, en tout cas, il y a eu évidemment les incendies et un certain nombre d'événements qui traduisent la crise écologique. Il y a eu 2 événements politiques qui, pour moi, finalement, sont du même registre. Il y a la prise de parole de Bayrou le 15 juillet et qui, au fond, quand on l'écoute en train de parler de l'État va vendre son patrimoine, un fonctionnaire sur 3 ne sera pas remplacé, il va falloir faire attention aux dépenses médicales, on va venir vous prendre 2 jours fériés, ainsi de suite. On a l'impression que c'est un disque rayé et le disque qu'on écoute depuis maintenant 40 ans et qu'on a eu Bérégovoy, on a eu Balladur, on a eu Fillon, on a eu Juppé et qu'à peu près tous sont venus dire et au fond faire la même chose et on voit combien ça nous amène dans l'impasse. Et avec une absence d'horizon. Je soulignais dans un entretien qu'il a donné au Monde, il dit qu'il faut travailler plus pour le travail, parce qu'il y a besoin d'un travail supplémentaire. Bon, bah d'accord, mais il ne nous dit pas à quoi ça va servir. Et je pense que c'est en fait la grande question. Et c'est le mal-être le plus profond. Il y a un mal-être social dans le pays. Il y a un mal-être qui est un mal-être d'angoisse aussi, mais je pense qu'il y a un mal-être profond de ne pas savoir quel est le sens qu'on donne aux efforts qu'on doit fournir pour notre pays. Et je reviendrai sur cette notion-là, mais je pense que la question du travaillisme climatique, de faire ensemble pour relever l'immense défi qui est devant nous, qui est titanesque, gigantesque, de faire front à cette menace pour l'humanité, mais évidemment pour la France aussi, de transformer notre industrie, notre énergie, notre culture, notre agriculture, nos déplacements, nos logements, est quelque chose qui peut faire sens et puis faire tenir les gens ensemble plutôt que de les voir se séparer et se quereller dans des jalousies. Mais Bayrou est pour moi, je dirais que prononcer son nom, c'est déjà lui faire beaucoup d'honneur. J'entends qu'en plus on parle d'un plan Bayrou, je ne vois pas ce que ça implique d'un plan et c'est lui faire un double honneur. Tellement, au fond, il repose sur un socle social qui est aujourd'hui inexistant et le sentiment qu'on a, c'est qu'une petite pichenette à l'automne, qu'elle soit populaire ou qu'elle soit parlementaire, va suffire à le faire sortir de là. La question est comment on ne fait pas seulement sortir Bayrou, mais comment on chasse aussi son système de pensée qui recycle en boucle concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, marché, et comment on fait pour que nous, on trouve une issue qui ne soit pas l'issue libérale autoritaire incarnée par Bardella Le Pen, mais une issue qui soit humaniste. Et je pense que l'enjeu est moins de chasser Bayrou que de se demander comment on gagne la bataille d'après et comment on fait basculer le pays dans notre sens. Le deuxième événement que je vois pendant l'été qui me paraît majeur, c'est, l'accord vient d'être signé hier entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est l'accord commercial. Alors, la presse se concentre sur le fait que nos marchandises vont, hormis le médicament et l'aviation, être taxées à 15% et qu'on n'a pas réussi pour le vin français à obtenir une exception. L'agriculture étant, comme avec le Mercosur, un des secteurs sacrifiés dans ces accords-là. Mais je pense que l'essentiel est dans 3 points qui ne sont pas clairement dans l'accord, mais qui sont fondamentaux. Le premier point, c'est un accord tacite qui avait été énoncé le mois dernier, comme quoi on ne toucherait pas aux GAFAM, on ne toucherait pas aux services numériques. Or, évidemment, c'est un enjeu absolument essentiel pour l'Europe et pour la France d'être autonome sur les services numériques. Il y a un deuxième enjeu qui est que la garantie qu'on a donnée aux États-Unis d'aller se servir en énergie, c'est-à-dire en gaz de schiste et en pétrole des sables bitumineux auprès des États-Unis. Et il y a une troisième point qui n'est pas mentionné dans les articles que je lis dans la presse, mais c'est de dire qu'on achètera notre matériel militaire très majoritairement aux États-Unis. Et donc, en vérité, c'est un accord de vassalité qui vient d'être signé. Je dis dans le discours tenu par le commissaire européen Maroš Šefčovič, il me semble, et par Ursula von der Leyen, pour moi, on a le droit du Bayrou de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut maintenir le libre-échange,
à un moment où Trump lui-même et le monde entier est en train de refuser le libre-échange ou lui imposer des régulations et des limitations, il faut poursuivre, on serait les seuls à poursuivre dans une politique de libre-échange à tout crin. Et ensuite, il y a une espèce de récitation de innovation, compétitivité, marché dans la bouche de von der Leyen, c'est-à-dire qu'elle s'accroche à un monde qui est aujourd'hui dépassé. Je disais il y a quelques mois, ils ne sont plus adaptés à notre temps. Et ma conviction profonde est qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants français et européens qui ne sont plus adaptés au temps qu'on vit. Autant de transformations écologiques nécessaires, autant le marché manifestement ne marche plus, le marché de l'électricité ne marche plus avec des bons et de rebonds qui a mis en danger nos artisans, nos commerçants, nos industriels. Le marché du logement ne marche plus avec 3 millions de personnes qui sont en demande de logements sociaux comme on ne l'a jamais eu. Le marché du travail ne marche plus, on a des marchés qui ne marchent plus et eux qui continuent à jurer comme hier par la concurrence, la croissance, la compétitivité, ainsi de suite. C'est une citation que je recycle depuis des années et des années, mais il n'y a pas de raison que je cesse, parce qu'il me semble qu'elle décrit le temps long dans lequel nous nous trouvons, et c'est pas comme si ça changeait du jour au lendemain. C'est une citation de Gramsci qui dit que dans son époque, dans les années 20, il vivait un temps de détachement de l'idéologie dominante. Et ce détachement-là, à son époque, c'était le détachement de l'Église, par exemple, mais pour aujourd'hui, c'est le détachement de la doxa économique récitée depuis 40 ans et dont on sent bien qu'elle tourne à vide. Le détachement, il a des points qui sont des points de bascule marquants. C'est le traité constitutionnel européen de 2005, avec 55% des Français qui votent non, mais 80% des ouvriers, c'est-à-dire un détachement populaire de la direction prise par nos dirigeants. Mais ça va être le mouvement Nuit debout qui marque un détachement des diplômés du supérieur dans les centres-villes. On va voir comment réplique le détachement avec les gilets jaunes de la France périphérique. Donc il y a une série de détachements successifs qui s'opèrent et chaque secousse fait qu'en fait le socle social libéral ou le bloc libéral central va s'amenuiser secousse après secousse, qui a fait qu'ils ont dû se rassembler autour d'Emmanuel Macron et qu'on a l'impression avec François Bayrou, Barnier déjà 74 ans auparavant, François Bayrou 74 ans lui aussi, une espèce de dernier souffle de ce qui avait été imposé à partir des années 80, du néolibéralisme américain ou anglo-saxon qui s'est imposé sur le continent. Et Gramsci nous dit que quand les forces dirigeantes ne parviennent plus à diriger, c'est-à-dire à entraîner par l'enthousiasme, à entraîner par l'envie, par l'appétit et à entraîner dans cette direction-là, eh bien, ils passent de la domination, de la direction à la coercition. Et il me semble que c'est un temps que nous vivons, le passage aujourd'hui à cette coercition, et avec le risque que le débouché pour nous ne soit pas un débouché de sortie de ces mots-là et de se dire qu'on va aller vers moins de concurrence et plus de coopération, qu'on va aller vers moins de mondialisation et plus de protection, qu'on va aller vers moins de croissance et plus de partage, mais qu'au fond, ça se renforce par de la coercition et les Bardella-Le Pen étant la solution que pourrait trouver le système pour se prolonger sur le même mode, en mode national autoritaire. Évidemment, notre enjeu sur les semaines, les mois et les années à venir est d'ouvrir une autre issue. Je dis, notre enjeu est moins de faire détester ce gouvernement, de faire détester la police, et encore moins de faire détester le Parti socialiste, que de trouver le chemin de nous faire aimer. Que le chemin de nous faire aimer nos idées dans le pays, et que le chemin de trouver le moyen d'aimer notre pays et notre peuple, ce qui ne va pas toujours de soi. C'est seulement parce que dans les foyers français, il y aura la possibilité qu'une lumière s'allume en se disant à nouveau peut-être que ceux-là on peut leur faire confiance, peut-être qu'avec cela on vivra un peu mieux, peut-être qu'avec cela on cessera de survivre de notre travail et qu'on parviendra à en vivre. C'est seulement parce que dans notre France nous aurons rallumé cette lumière d'espérance que nous parviendrons à gagner la grande bataille sur quelle sera l'issue de sortie de 40 ans de bloc central libéral. Voilà un peu pour faire un discours d'entrée, peut-être que je peux dire en 2 mots. Donc nous on porte la question du travaillisme climatique. J'ai passé mon été, vous le savez peut-être pour certains, à Mayotte
et à La Réunion, j'aime bien terminer par un reportage, mais La Réunion me paraît une terre où la question du travaillisme climatique est particulièrement prégnante. D'abord parce qu'ils ont évidemment à affronter un certain nombre de catastrophes naturelles, parce que le réchauffement, même si c'est l'Europe qui sera le continent qui va le plus se réchauffer, ça a des conséquences beaucoup plus immédiates. Et évidemment, la question de comment là-bas on transforme les déplacements, il n'y a pas de rail, il n'y a qu'une grande route qui fait le tour de l'île, c'est une grande question. Comment on adapte les logements en termes de chaleur et de froid, et surtout de faire face à la chaleur sans recourir forcément à des climatiseurs, c'est une grande question. Et je dis qu'il y a les intelligences dans notre pays, il y a y compris des intelligences à La Réunion. Il y a par exemple une école d'architecture qui a travaillé sur comment, avec un certain nombre de bâtiments, l'aéroport de Saint-Denis, Roland-Garros de Saint-Denis, n'a pas de climatiseur, parce qu'ils ont trouvé le moyen de faire que les courants produisent de l'air et amènent à aérer. Donc ma conviction profonde est qu'il y a dans notre pays les énergies, les volontés, la main-d'œuvre pour faire ensemble et opérer cette transformation, d'adaptation, de relever l'immense défi titanesque, gigantesque auquel on a affaire avec le réchauffement climatique. Voilà pour un propos introductif. Je vous remercie à nouveau d'être présent et je remercie le patron. C'est vous le patron ou pas? Non, c'est pas vous le patron. Il faut qu'on soit tous patrons un jour dans sa vie. De nous accueillir. Merci à vous en tout cas. Donc allez-y. Jean-Claude, tu peux me rejoindre si tu veux. Vas-y. Tu veux dire un mot? Vas-y, dis un mot. C'est difficile. Après ton intervention, pour faire extrêmement court, parce que moi j'ai absolument rien préparé, je ne pensais pas que je prendrais la parole devant vous, juste dire qu'on sort d'une période qui a été assez éreintante, moralement, mais je pense qu'il n'y a pas que les députés qui étaient concernés, ça concernait aussi l'ensemble des citoyens, des citoyennes, et effectivement on a vraiment besoin aujourd'hui d'un nouveau discours, de non seulement de s'opposer, ce qu'on fait très régulièrement frontalement, à cette politique et à ceux qui l'incarnent, mais aussi à pouvoir incarner une alternative et être présent pour demain. Et je pense que cette histoire de redonner envie d'une manière positive de construire un nouveau projet est absolument incontournable aujourd'hui. Allez-y, on essaie de faire un homme, une femme un homme. Allez-y, madame. J'espère que vous dire de le travaillisme écologique dans l'expression de vos activités. Qu'est-ce que c'est? Madame, je vais en prendre plusieurs, donc ça ne veut pas dire... Est-ce que... Anne et vous, est-ce que je peux avoir mon cahier des habitudes de reportage sur la question sur qu'est-ce que le travaillisme écologique? Monsieur, allez-y. Ouais, moi ce que j'aime bien dans tes interventions, c'est que tu parles de projet avant de parler de programme. Et moi ça me paraît vachement important, parce que ce qu'il faut absolument, moi quand j'échange dans ma campagne où les gens sont plutôt conservateurs, en fait ils comprennent bien les enjeux, mais il faut leur faire envie avec ça. Il faut qu'ils aient envie. Aujourd'hui ils voient l'écologie, enfin tous ces problèmes-là que comme des contraintes. On leur explique que leur bagnole est pourrie, qu'ils habitent dans un logement de merde et tout ça, qu'ils ont envie d'un voter pour nous. Ah non, ça va pas, quoi. Donc ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que c'est de trouver des arguments pour nous faire aimer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y, monsieur. Considérant la masse d'informations qui circulent, comment on peut arriver à inverser une tendance pour faire passer des idées progressistes ou quelques d'autres, notamment les réseaux sociaux, les télés ou quoi que ce soit, par rapport à l'envahissement qu'on a de mauvaises informations, de fausses informations. Et on a l'impression que les camps extrémistes, de manière générale, sont parfaitement organisés pour arriver à diffuser en masse. Il y a eu une discussion notamment là-dessus pendant les universités d'été. Comment on peut arriver à s'organiser, nous, peuple de gauche, pour arriver à revertir la tendance et faire en sorte que les idées arrivent à passer. On est avec des idées simplistes,
d'un côté, et nous on a l'impression d'avoir des idées extrêmement compliquées. Il faut peut-être arriver à trouver des moyens d'inverser cette tendance. Ok. Mais attendez, par contre, j'ai plusieurs hommes d'affilée, donc là, Madame, allez. On a une femme. Juste une question. Est-ce que vous croyez vraiment à la primaire des gauchers? Voilà. Très bonne question. Ok. Il y en a assez, là, non? Encore une. Bonjour, président. Ok. Il y a un dernier. C'est un homme. Mais bon, vous avez des cheveux longs, mais bon, c'est... J'ai l'impression qu'ils disent souvent, quand ils disent nous, donc puisqu'en fait c'est ça, la présidentielle, c'est une personnalisation d'une personne. En fait, on ne croit plus à des personnes. Par contre, avec un bon projet radical et une campagne avec une équipe clairement identifiée, avec une sorte de gouvernement futur, de se présenter collectivement comme une équipe, je crois que ça redonnera envie de voter. Donc, personne ne n'a plus ça marche. Donc, toute la campagne pour la question collective, bien identifiée, et ça permettrait à toute tendance de gauche de se présenter quelque part. Tu dis quand tu veux y aller, quand tu veux t'introduire. Je réponds sur la question du travaillisme écologique, d'accord, qui est ma conviction, c'est que le travail est le socle de la société. Le travail, qu'il soit salarié ou qu'il soit bénévole. Mais il faut se rendre compte que pour se réunir aujourd'hui, la masse de travail que ça représente, pour que, vous voyez, il y a ce verre d'eau qui nous parvienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent derrière, non seulement pour construire le verre, mais pour que l'eau arrive au robinet comme il faut. Il a fallu installer la tuyauterie, ainsi de suite. Et si vous êtes venu ici, c'est que vous avez utilisé un moyen de transport, vraisemblablement. Ce moyen de transport, pour qu'il tourne aujourd'hui, c'est une masse de travail considérable. Ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui est parvenue. Donc en fait, ce qui fait société, c'est le travail mis en commun. Et mon sentiment est que si la société se porte mal, c'est parce que depuis 40 ans, ce qui fait ce socle commun est dévalorisé, dévalué et méprisé. Ceux qui parlent de la valeur travail sont ceux qui la respectent le moins. Ne serait-ce que parler de coût du travail, c'est-à-dire de considérer que le travail est un coût et non pas un atout. Mais à partir du moment où on considère que le travail est un coût, eh bien c'est un coût à diminuer, c'est un coût à écraser, et à partir du moment où on écrase le coût du travail, on écrase le travail lui-même et on écrase les travailleurs derrière. Alors j'ai écrit un bouquin sur le mal-travail, les inaptitudes, un certain nombre de choses comme ça. Mais mon intuition est que dans les classes populaires de notre pays, la question de vivre de son travail, de bien en vivre et non pas d'en survivre, est une demande puissante et profonde, et d'être respecté sur son lieu de travail, d'avoir un sentiment d'utilité dans son travail, de ne pas être usé trop vite dans son travail, de ne pas avoir une hiérarchie qui pèse sur ses épaules dans son travail. Je suis convaincu que cette exigence-là est une exigence profondément populaire et qui est blessée depuis 40 ans dans notre pays. Ça se conjugue avec une deuxième intuition qui est que le grand défi que nous avons à relever est le défi de l'écologie et le défi du réchauffement climatique. Et que pour affronter ce défi-là, je parlais de la Réunion. J'interroge, partout où je vais, j'interroge les agriculteurs. Je vais à la rencontre des agriculteurs, à Mayotte, je vais à la rencontre des agriculteurs, à La Réunion aussi, parce que évidemment, l'alimentation est une nécessité, et presque la première des nécessités vitales. Des agriculteurs qui font la canne à sucre là-bas et qui savent qu'il va falloir aller vers ce qu'ils appellent la diversification, faire des fruits et des légumes, mais ils ont un souci, il leur faut de la main-d'œuvre. Et pour l'instant, soit la main-d'œuvre, ils n'ont pas les moyens de la payer, soit la main-d'œuvre, ils ont du mal à la trouver. Donc, ne serait-ce que transformer notre agriculture demain, si on veut que dedans, il y ait moins de chimie, il y ait moins de mécanique à l'intérieur, ça va réclamer qu'il y ait davantage de main-d'œuvre et qu'il y ait du travail. On ne parviendra à opérer cette transformation-là, à faire que les marchandises aillent sur les rails à la place d'aller sur les routes, et donc on reconstruise des rails et qu'on ait des trains qui circulent dessus. On ne parviendra à en finir avec les 5 millions de passoires thermiques. Je dis que
c'est la première des mesures qu'on devrait poser comme une évidence parce qu'elle est un espèce de cumul de tout. Quand vous isolez les passoires thermiques et de une, ça fait moins de factures pour les gens, donc c'est positif. Deuxièmement, ça fait évidemment moins de gaz à effet de serre. Troisièmement, ça fait de l'emploi qui est de l'emploi local. Et quatrièmement, ça réduit notre déficit commercial, puisque c'est moins de pétrole et moins de gaz que nous avons à importer. Donc si jamais nous voulons avoir davantage d'autonomie, isoler les passoires thermiques et les 5 millions de passoires thermiques de notre pays doit être une priorité. Mais évidemment, c'est une masse de travail considérable. Dans un premier temps, les macronistes nous ont dit on peut pas mettre, moi je pense que c'est 20 milliards par an qu'il faut mettre là-dedans. Ils nous ont dit on ne peut pas mettre tout cet argent-là. Il y a eu la guerre en Ukraine, on a vu notre dépendance énergétique pour se chauffer et que notre dépendance, là en l'occurrence à l'égard de la Russie, qu'on remplace par une dépendance à l'égard notamment des États-Unis aujourd'hui. Donc ils ont cessé de dire on n'a pas l'argent, ils se sont mis à dire on n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas les compétences, on n'a pas les gens. Bah oui, forcément. Si jamais, de la même manière qu'on fait de la publicité pour l'armée, sauver votre pays, allez entrer dans l'armée, pourquoi pas? Mais on avait des publicités en 4x3, devenez couvreur, devenez maçon, devenez plombier pour participer à transformer votre pays. On aurait de la main-d'œuvre peut-être plus volontaire. Si jamais, comme on le fait pour l'armée, on avait la garantie qu'à 50 ans, 55 ans, il y ait une pré-retraite, une retraite avant l'heure, parce qu'on sait que ce sont des métiers difficiles. Si comme pour l'armée, on avait la garantie qu'il va y avoir un salaire qui va pouvoir atteindre les 2000 €. Enfin, vous voyez, si on a la garantie d'avoir une carrière dans la durée et pas avec le marché du bâtiment, il se réduit, donc tu dois trouver un autre boulot. Si jamais on avait ces conditions-là qui étaient remplies, évidemment, on aurait la main-d'œuvre qui serait disponible. Donc, ma conviction, qui est à la fois une conviction de fond sur la transformation de notre société. Vous savez, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et il me semble que ce qui est vrai pour un couple qui, à partir du moment où il n'a pas de projet, où il ne va pas avoir des enfants, une maison, partir en vacances ensemble, et ainsi de suite, et bien, il risque de se bouffer la gueule relativement rapidement. Il me semble que c'est pareil dans la société. À partir du moment où une société n'est pas tournée ensemble vers une même direction, vers une envie de faire ensemble, et qu'à la place, c'est juste en manière statique, être ensemble, vivre ensemble, eh bien, c'est le développement des jalousies. Donc, il nous faut redonner un projet à la société. Donc, il y a une profonde conviction que le changement, face au changement climatique, il nous faut un changement de la société qui réclame une masse de travail. Et je le dis, il y a un pari politique qui est un pari électoral, que c'est aussi possiblement un terrain pour rassembler les classes populaires pour qui la question du travail est une question centrale, et pour rassembler avec les classes intermédiaires pour qui la question de la transformation écologique est une question centrale. Et il me semble qu'en parlant de travaillisme climatique, on parvient possiblement à construire la nécessité de refaire ce qui a été le bloc historique de la gauche, à savoir rassembler les classes populaires et les classes intermédiaires, sachant que depuis les années 80 se sont mis dans ce bloc historique un double divorce, un divorce entre les classes populaires et les classes intermédiaires, parce que la mondialisation a tiré comme un fil à couper le beurre, à séparer les deux, avec les uns qui la subissaient cette mondialisation de plein fouet, et les autres qui étaient moins frappés, qui l'acceptaient. Et il y a une deuxième séparation, qui était une séparation interne aux classes populaires, avec les classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers. Il me semble que la question du faire ensemble et assurer un travail respecté avec salaire, horaire, carrière, avec statut et revenus, avec des garanties de pouvoir s'installer dans la durée, d'avoir un statut. Vous savez, statut, ça veut dire s'asseoir dans la vie. Et combien de personnes sont en demande de pouvoir s'asseoir dans la vie, de pouvoir prendre un crédit, de pouvoir avoir une perspective devant eux? Il me semble que la question du travaillisme climatique doit nous permettre de retrouver ce bloc historique. Voilà l'explication longue. C'était la première. Donc, il faudra faire gaffe à la voix pour ne pas recommencer sur le voilà notre projet. Mais bon, on va travailler ça. Mais en effet, il me semble que l'accumulation de mesures de 500, 600, 700, 800 mesures, je dirais que l'effet catalogue, il faut bien voir qu'à mon sens, il peut y avoir des rendements décroissants. C'est-à-dire que même presque plus on va présenter de mesures, sachant que les gens n'y croient pas, moins ils vont y croire et moins ça va, à mon sens, porter. Donc en revanche, dire voilà quelle est la direction qu'on souhaite prendre, voilà l'horizon qu'on souhaite atteindre, c'est peut-être pas pour tout de suite, et voilà les pas
on souhaite faire rapidement dans cette direction-là, voilà le chemin que je nous propose d'emprunter. Vous demandiez, monsieur, alors la guerre de l'info, c'est une bataille, hein, mais j'ai publié un bouquin qui s'appelle « Les petits soldats du journalisme » il y a plus de 20 ans maintenant, et le temps du monopole où ce qui a été publié en dépêche AFP était automatiquement repris dans la presse et faisait France Info, n'était pas le temps idéal non plus. Poser un certain nombre de problèmes. Et je signale quand même que je parlais du référendum sur le traité constitutionnel européen. En un temps où tous les grands partis, tous les grands médias et tous les grands patrons étaient alignés pour le oui, il y a eu une demande populaire qui a réagi avec son vécu et qui a voté majoritairement non. Donc aujourd'hui, on a un autre défi qui est celui des réseaux sociaux. Et je pense que la question des GAFAM doit être une question de combat central. Et c'est l'un des problèmes de l'abandon de von der Leyen sur cette question-là. C'est une question fiscale, oui. C'est une question de souveraineté. Là, la guerre en Ukraine, on est obligé de faire appel à Musk pour mener la guerre en Ukraine parce que c'est lui qui a Starlink. Je pense que c'est un problème. Et c'est une question sur la santé mentale et sur la santé de nos enfants, de nos ados, sur la bataille, je ne sais pas si vous avez des enfants de cet âge-là, mais sur la bataille qui a mené pour leur arracher le téléphone portable des mains. Donc il est évident que la régulation de ça, y compris, et c'est une bataille, c'est un enjeu politique aussi, parce qu'on sait très bien, et les algorithmes ne sont pas les mêmes. Alors on sait que les géants d'Amazon, de Facebook et ainsi de suite, refusent de mettre des téléphones entre les mains de leurs enfants. C'est comme le vendeur de cocaïne, mais qui ne ramène pas ça à la maison. Et qu'en Chine, sur TikTok, les algorithmes font qu'ils sont très vite orientés vers des vidéos éducatives. Quand les algorithmes en France n'amènent jamais sur une vidéo éducative, mais amènent toujours vers plus de conflictualité dans la société. En revanche, je pense que nos idées, nous devons les présenter de manière simple. Hein. C'est un enjeu, je pense, hein, mais on doit pouvoir les résumer en une phrase, quitte à faire de très longs développements derrière. Et ma conviction est que sur plein de points, 80% des Français sont d'accord avec nous. Est-ce qu'il faut taxer les dividendes? 80% des Français sont d'accord. Est-ce qu'il faut un référendum d'initiative citoyenne? 80% des Français sont d'accord. Il y a un profond désir de changement, à mon sens, dans la société. Donc moi, dans ma campagne, je dis les Français doivent pouvoir vivre de leur travail et non pas en survivre. Je dis que les petits, en matière d'impôts, les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. Je dis qu'en matière de justice, de police, de soins et ainsi de suite, il doit y avoir l'égalité, quelle que soit la couleur de peau, la religion, l'origine. Bon, voilà, je pense qu'on doit trouver le moyen de résumer, et c'est pas de faire du populisme, que de résumer nos idées de manière simple et de ne pas avoir besoin d'avoir un doctorat et un décodeur en face. Donc ça, c'est une nécessité, oui. Après, on peut s'adresser à différents publics de différentes manières. C'est pas renoncer au fond que d'avoir une manière de s'adresser qui est différente selon les personnes qu'on a en face de soi. J'en viens aux questions de Popol. La primaire, personne n'est amoureux de la primaire. Voilà. Moi, jamais je me suis réveillé en me disant « Ah ben voilà, chouette, une primaire ». Non. Je pense que dans la situation présente, tout est affaire de situation historique pour moi. On ne peut pas avoir, vous savez, il va y avoir un mouvement le 10 septembre, on en parlera peut-être, mais on ne peut pas avoir un décalque du mouvement des Gilets jaunes de 2018, aujourd'hui, en 2025. Beaucoup de choses se sont passées durant ces 7 ans qui font que la situation sociale, politique et ainsi de suite n'est pas la même et réclame une autre réponse historique et une autre attitude des dirigeants. Mais là, dans la situation historique présente, c'est-à-dire dans une situation où on a un peuple qui est doublement découragé, un peuple de gauche qui a été découragé une première fois parce que le mouvement social sur les retraites n'a pas abouti à une victoire. Je ne dis pas que c'est une défaite, je dis que ça n'est pas une victoire et ce n'est pas une nuance. Il me semble que c'est une question d'importance. L'unité des syndicats qui devraient nous servir de modèle, d'une part, le fait que dans l'opinion publique, 80% des Français sont toujours opposés à cette réforme, fait qu'il y a quand même une victoire sur l'illégitimité
de ce choix de la réforme Macron. Donc, mais ceci, ça n'a pas abouti à une victoire. Et le fait que, de la même manière, l'an dernier, nous n'avons pas obtenu une victoire lors des élections législatives, c'est pas vrai. Nous n'avons pas de majorité dans le pays, nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée. Mais en revanche, ça n'a pas été une défaite et ça ne s'est pas traduit politiquement. Nous n'avons pas Lucie Castet à Matignon et ainsi de suite. Fait qu'il y a un double sentiment de découragement qui est né. Je me demande, alors peut-être que le 10 septembre, cela sera la réponse. Mais moi, je souhaite qu'il y ait une primaire pour deux raisons. Une raison de rassemblement. L'hégémonie à gauche, elle n'est pas évidente pour personne. Il n'y a personne qui est en situation d'hégémonie, comme ça a pu être le cas, et dont la candidature soit naturelle, évidente, et une vocation majoritaire, puisque à la fin, il faut quand même faire 51% au deuxième tour. C'est quand même bien l'objectif. Il n'y a personne pour qui apparaît comme une évidence dans ce paysage-là. Donc il faut bien un mode de départage, ça c'est vrai. Mais moi, je parle de débordement. Je veux dire, si jamais nous parvenons à avoir 1 million, 2 millions de personnes, et quand on pense que la primaire populaire, qui est quand même peut-être un certain nombre d'entre vous y ont participé ici, ne serait-ce que la secrétaire générale de Debout, mais qui est quand même très très mal fichu, avec peu de candidats visibles, des gens qui se sont retrouvés candidats malgré eux en disant non, non, je ne veux pas en être, et qu'il y a 500 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voter, je pense que se dire qu'on a 1 million, 2 millions de personnes qui vont voter et qui mettent un bulletin dans l'urne, ça a quand même des avantages. Ça donne une légitimité à la personne qui sort de ça. Ça fait qu'on retrouve des ancrages aussi. Si on a un bureau de physique qui est organisé par canton, eh ben, ça fait que dans des endroits où la gauche est en grande difficulté, il y a 10, 15, 20 personnes qui se seront mises ensemble pour que ce scrutin ait lieu. Et enfin, on aura une liste avec de 2 millions de personnes. C'est une base sociale pour mener campagne derrière. Donc moi, la perspective qu'on ait une primaire qui soit une primaire de débordement, où ça ne se compte pas en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, mais où ça se compte en millions, me paraît quelque chose qui peut proposer une issue, qui peut être un socle, un point d'appui pour un élan dans le pays, sans que ça fasse. J'entends bien qu'au point d'aujourd'hui, ça ne fait pas rêver, mais je ne vois pas d'autre solution pour pas qu'on se retrouve non plus avec 5-6. Donc je serai candidat à cette primaire, ça n'est pas un scoop, et je souhaite être candidat à l'élection présidentielle, ça n'est pas un scoop non plus. Je souhaite que ça soit un nous, je dis depuis des années que... alors maintenant, je vais le formuler autrement. Je disais qu'il fallait un 11 comme dans une équipe de foot et qu'on verrait bien qui serait capitaine. Aujourd'hui, je me propose pour être capitaine de cette équipe et je souhaite bien qu'il y ait une équipe. Je souhaite qu'il y ait une équipe qui soit plurielle. Je le dis, la gauche plurielle, je l'écris. J'ai voté pour Lionel Jospin sans hésitation en 1997. Je n'ai pas voté pour lui en 2002, en toute franchise. Mais donc il y a pu y avoir un certain nombre de déceptions sur des choses opérées par la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Mais en revanche, d'avoir rassemblé autour de Lionel Jospin, Dominique Voynet, Jean-Pierre Chevènement, Martine Aubry et un certain nombre d'autres figures, Marie-Georges Buffet par exemple, pour citer les grandes forces politiques de l'époque, il me semble que ça reste un modèle pour nous de capacité de rassembler et de faire que la gauche l'emporte à nouveau dans notre pays. Évidemment, les temps sont encore plus graves qu'ils ne l'étaient en 1997 parce que cette fois, si nous perdons, le risque est grand que ça bascule vers Bardella, Le Pen à l'Élysée. Et je dis mon inquiétude non seulement sur les mesures que pourrait prendre un tel président et son gouvernement, ce qui pourrait se faire d'en haut, mais sur les forces de haine qui seraient obscures, qui seraient libérées dans le pays en bas. J'arrête là, j'ai développé le truc. Ben, mon vote, hein. Sur le constat, on est à peu près tous d'accord. Je ne suis pas persuadé que tu vas convaincre un grand nombre ici, ni sur le constat, ni sur les solutions. La question, elle porte plus sur le comment et tu l'as plus ou moins abordé. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, tu parles à Jean-Luc Mélenchon ou à Armel Guzman sur cette potentielle primaire qui pourrait avoir lieu et qui, pour ça, serait l'unique solution pour qu'il y ait une issue favorable à la prochaine présidentielle? Parce que les abus, enfin, les côtés des abusés, je pense qu'ils concernent notre
Ok. Les dames. Derrière. Plus fort. On fait quoi le 10 septembre? Vous savez, Jean Jaurès, quand il prononçait ses discours, il n'y avait pas de micro à l'époque et les foules, évidemment, on a cette image de Jaurès au Pré Saint-Gervais. En haut, il n'y avait pas la possibilité pour les gens de l'entendre directement. Du coup, il y avait des répéteurs qui étaient placés tous les 50 mètres et qui répétaient. Alors, du coup, ça donnait des discours assez longs, assez lents, mais qui permettaient à Jaurès de réfléchir à quelle serait sa phrase d'après pendant le temps. C'était répété de cette manière-là. Madame, allez. Est-ce que tu peux nous dire ton idée sur la place de l'Europe, notamment l'Europe de la défense, face à l'agression russe? Vas-y, Laurent. Est-ce que vous pensez réussir à toucher Bayrou si jamais il gagne le 48? Attends, faut faire répéteur, il faut que j'entende. Est-ce que vous pensez réussir à censurer Bayrou si jamais il dégaine le 48? Est-ce que l'important c'est d'avoir le moins de candidatures 6 mois à l'avance, ou est-ce que l'important c'est pas d'avoir le moins de candidatures possible le jour du premier tour du vote? Et du coup ça inverse la logique de se dire peut-être qu'il y a plein de candidats qui vont se dire une campagne présidentielle, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais réussir à créer la dynamique. Et du coup, surtout que ça va être peut-être compliqué de faire des accords à ce moment-là, mais de laisser la possibilité que chacun y aille, mais que du coup le périmètre, et qui peut être plus large peut-être que sous la primaire, c'est permettre d'inventer, de mettre en place un système de désistement tardif. Et on sait notamment que le frein est souvent l'argent. De la même manière que la primaire populaire va réussir à quand même soulever un certain nombre d'argent, si jamais l'ensemble des citoyens qui sont intéressés par le moins de candidatures possible au jour du vote participent à hauteur de quelques euros, on peut faire une cagnotte de 10 millions qui permet de rembourser des candidatures, des campagnes de personnes qui seraient OK de se retirer 4 semaines avant, 3 semaines avant, mais du coup à travailler peut-être avec des constitutionnalistes, avec des spécialistes du droit, mais ce qui fait que le résultat est le même, mais la logique est totalement différente. Et du coup on n'empêche personne de tenter sa chance, de galvaniser le peuple et de tenter sa chance dans la campagne. Tout le monde accepte les règles. Oui, oui. C'est derrière. Oui, j'avais moi une question plus écologique. J'ai soupçonné ou j'ai peut-être mal entendu un brin de technosolutionnisme dans l'exemple que tu as pris sur l'aéroport de La Réunion. Et j'aimerais savoir un petit peu où tu en es par rapport à la notion de décroissance. Voilà. Je reviendrai après. Je vais prendre les deux questions. Il y a deux questions de Popol, on va dire. Je vais les prendre séparément. Le 10 septembre, j'en suis. Quand ça bouge, c'est rouge. D'accord. Des fois, c'est brun. Hein? Des fois, c'est brun. Bah, ouais, en tout cas, il y a des chances pour que ce soit rouge. Je suis sûr, en revanche, que quand le couvercle est laissé sur la marmite et que ça boue à l'intérieur sans possibilité de s'exprimer, s'exprimer est un verbe qui me tient très fort à cœur. S'exprimer, ça veut dire réussir à pousser dehors. Réussir à pousser dehors tout ce qui de ressentiment, de rancœur qui peut être à l'intérieur. Et il me semble que quand ça sort et quand à la place de faire de l'individuel, ça fait du collectif, on a nous des possibilités d'intervention, de discussion qu'on a beaucoup moins quand ça reste en cercle fermé. Donc j'encourage à ce que ça ne soit pas une session de rattrapage de ceux qui auraient boudé les gilets jaunes, mais qu'on y soit rapidement, au moins pour prendre le tout, pour écouter, pour éventuellement influencer ce qui peut se faire, et qu'on ait... j'invite, puisque je suis chez les écologistes, moi je souhaiterais qu'on lie la régression sociale à la régression environnementale, et que ceux qui ont voté, qui ont signé la pétition sur la loi du plomb et qui ont obtenu une victoire partielle, mais elle n'est que partielle, sur la loi, mais surtout de manière plus générale, la pente à la régression pour des raisons de compétitivité, d'accords internationaux, demeure. Et donc je sais peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des associations, qui sont dans des réseaux, qui sont des réseaux écologistes. Moi je pense que la place des opposants, de ceux qui sont contre la régression sociale en cours, ont partie liée avec ceux qui sont contre la régression environnementale en cours aussi. J'ajoute une citation, alors je radote, hein, mais
quelqu'un disait, je ne suis pas sûr que vous allez faire des convaincus. Peut-être, hein, je ne sais pas. D'abord, on peut guider, peut-être qu'on ne raconte pas toujours la même chose aux mêmes personnes, mais par ailleurs, ils ont quand même un système où tous les matins, on a Dominique Seux à la radio, d'accord? Donc, avoir des moments de réassurance, c'est pas nul et neutre en la matière. Donc, j'ai une citation de Gary Becker que j'aime beaucoup. Gary Becker, qui est un économiste ultralibéral qui a reçu le prix de la Banque de Suède d'économie et qui en 1993, c'est-à-dire au moment où en Europe c'est Maastricht, où aux États-Unis c'est l'accord de libre-échange nord-américain et où l'année suivante il y aura l'Uruguay qui fait entrer avec les accords de Marrakech l'agriculture dans la lessiveuse de la mondialisation. Gary Becker dit voilà, depuis des années maintenant on a des droits environnementaux et des droits sociaux qui ne cessent de s'élever. Le libre-échange va nous permettre de réprimer tout ça. C'est-à-dire la conscience qu'il a qu'on ne fait pas ça pour la paix et la prospérité et pour le doux commerce, mais on fait ça, les élites font ça, les dirigeants font ça, avec un objectif qui est de venir écraser de manière conjointe l'élévation des droits sociaux et des droits environnementaux. Il y a la conviction chez nos dirigeants qu'ils vont étouffer ça de manière conjointe. Et donc, il faut que nous, on ait la même conviction que le progrès social et le progrès environnemental doivent pouvoir retrouver la main de manière conjointe. Et je signale que dans l'accord qui vient d'être signé hier entre les États-Unis et l'Union européenne, il y a un volet d'étouffement des droits environnementaux qui est dedans. Hein. Je veux dire, la grande... nous sommes protectionnistes. Hein, lâchant ce mot, j'aurais peut-être une question là-dessus. Nous sommes partisans de taxes frontières, de barrières douanières et de quotas d'importation. Tant qu'il n'y a pas des formes de protection qui sont mises, il y a la compétitivité opère une pression sur les droits fiscaux, sociaux et environnementaux. Et donc il faut trouver le moyen d'atténuer cette pression opérée par la mondialisation. Donc le 10 septembre, j'en serai. Je vais sortir un petit tract moi dans ma circonscription pour dire que ce n'est pas moi qui appelle, mais je soutiens et j'invite à se rendre. On verra bien à quoi ça ressemble. Et puisque il y avait une question sur est-ce qu'on va parvenir à censurer Bayrou. De toute façon, c'est toujours le Rassemblement national qui a la clé pour qu'il y ait une majorité qui fasse tomber un gouvernement. Il est évident que quand on voit les sondages où je crois on est à 60% des gens qui souhaitent que le pays soit bloqué. C'est des trucs de dingue. 80% des gens, il me semble, soutiennent le mouvement. Il faudrait revoir les stats. Hein. Je les ai vus passer, mais enfin, on est sur une très très large majorité qui soutient le mouvement et on est sur une large majorité qui souhaite que le pays soit bloqué. L'Europe de la défense. Je vais faire bref, mais moi j'utilise plutôt l'expression de défense de l'Europe. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on va avoir 27 armées qui vont se coaliser et qui vont plus en faire qu'une seule. En revanche, qu'on retrouve la souveraineté avec de grandes questions, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, sur un certain nombre d'armes, il n'y a que la France qui a gardé, bon d'abord on a l'arme nucléaire, c'est une chose, mais qui a gardé un état-major, sinon les autres sont tous dépendants de l'OTAN, grosso modo, pour leur état-major. Pour plein d'armes, ils en sont dépendants également. Donc aujourd'hui, c'est comment on sort de... Nous sommes atlantistes sans avoir de partenaires outre-Atlantique. Donc c'est quand même un grand problème. Nous sommes dépendants de quelqu'un qui souhaite plus de nous, et on voit que comme un amant est conduit, on voit nos dirigeants européens se mettre à genoux et ramper pour que Trump revienne. Je me dis que ce qui se passe n'est pas lié strictement à la personnalité de Donald Trump. Barack Obama, déjà de son temps, avait buté plein de rencontres avec les Européens, notamment les 90 ans de la chute du mur de Berlin, parce que son objectif, c'était l'Asie, et non plus l'Europe, parce qu'il considérait qu'au fond, en Europe, après la chute du mur de Berlin, la question de la menace soviétique et de ce qui s'était passé dans l'après-guerre, la fin de la guerre froide, la question était réglée et qu'il appartient à une génération qui, à travers les produits japonais puis la Chine, a vu se lever l'Asie et que pour lui, le centre du monde a basculé de l'autre côté. Et que Joe Biden, tout démocrate qu'il ait été, a mis en place une politique protectionniste qui s'appelait l'IRA à l'époque, et que c'est pas parce qu'il était un méchant ultra-républicain. Donc il y a des choses qui tiennent aujourd'hui à la personnalité de Donald Trump, c'est une évidence. Il y a des choses qui tiennent à une dynamique géopolitique
qui fait que l'Europe n'est plus le cœur de la préoccupation des États-Unis. Je le dis, c'est une chance. Moi, je considère que c'est une chance. Je veux dire, je ne suis pas atlantiste. Mon souhait n'est pas qu'on ait... Mon souhait est d'avoir une Europe qui s'autonomise. Qui s'autonomise sur sa souveraineté industrielle, qui s'autonomise sur sa souveraineté diplomatique, qu'on ait le retour, on cherche notre propre chemin. Or, ce qu'on voit, c'est que on a, à travers Ursula von der Leyen, une Union européenne amoureuse de ses chaînes. C'est un esclave qui ne veut pas être libéré. Parce qu'évidemment, la liberté a quelque chose d'angoissant. Or, aujourd'hui, je pense qu'il y a la possibilité, parce que c'est Donald Trump lui-même qui s'assoit sur des accords commerciaux, il y avait la possibilité de revoir ça, et parce que c'est Donald Trump lui-même qui s'assoit sur l'OTAN, il y avait la possibilité de revoir ça. Mais comme on a des dirigeants qui n'acceptent pas le nouvel ordre du monde, ils veulent perpétuer la supplication pour maintenir le libre-échange à tout prix, quand autour de nous, plus personne ne construit, ni les États-Unis ni la Chine ne construisent ça, ça relève pour moi d'une aberration. Ensuite, alors, sur la question de l'aéroport, il me semble que l'exemple que je donne est l'exemple du non-solutionnisme. En tout cas, de solutions qui ne sont pas technologiques. Puisque ce dont je parle, c'est de ne pas utiliser des climatiseurs, mais utiliser ce qu'on pourrait dire de la low-tech, et de faire que c'est par l'étude des courants d'air que un certain nombre d'habitations, j'ai donné l'exemple de l'aéroport, mais un certain nombre d'habitations parviennent à avoir un air plus frais. Vous voyez, donc alors moi je ne me définis pas comme décroissant, je me définis comme accroissant, c'est-à-dire que de la même manière que l'agnostique se fiche que Dieu existe ou n'existe pas, je ne prône ni la croissance, je ne prône sûrement pas la croissance, mais je ne prône pas la décroissance, je sors cette donnée du périmètre de nos... Je souhaite que cette donnée sorte du périmètre de nos vies. Avec un raisonnement qui est que jusqu'aux années 70, en gros, le plus a signifié du mieux. C'est-à-dire que à des augmentations de production, de la productivité, de fait, ça a correspondu à une amélioration des indices de bien-être, la baisse du taux de mortalité, y compris infantile, une élévation de l'espérance de vie, du taux de suicide qui diminue, bref, un certain nombre de données qui montrent que pendant un siècle, le plus, guerre exceptée bien sûr, mais a signifié du mieux. Et depuis les années 70, on voit une décorrélation entre la production qui continue d'augmenter et des indices de bien-être qui n'augmentent plus. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, les premiers moments d'élévation du PIB correspondent à une amélioration des indices de développement, parce que quand on s'enrichit, c'est une meilleure alimentation, c'est des soins, c'est de l'éducation, c'est tout ça. Mais en revanche, nous, à notre stade de développement, la production, produire plus, ne signifie plus vivre mieux. Et donc, c'est une chance pour nous, de la même manière, parce que ça signifie qu'il y a un autre chemin de progrès de l'humanité, sachant que le progrès, on a fait que le mot progrès est devenu un synonyme d'innovation technologique. Et bien, il y a aujourd'hui une décorrélation entre, ça ne veut pas dire que toutes les innovations technologiques sont mauvaises, mais il n'y a pas de lien entre la production, les innovations technologiques et l'amélioration de nos indices de bien-être. Je pourrais revenir à partir d'un épidémiologiste qui s'appelle Richard Wilkinson, qui montre, et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a fait un travail remarquable, j'ai fait un petit livre avec lui, qui montre que à partir de ce moment-là, ce qui fait que dans les sociétés on vit mieux, c'est le niveau d'égalité. Parce qu'en fait, dans les sociétés qui sont plus égalitaires, eh bien, il y a moins de comparaison et il y a moins de stress à se maintenir à la hauteur des standards de son cousin, de son voisin, de partir en vacances le plus loin parce que c'est ça qui se fait, d'avoir la bagnole qu'il faut, d'avoir la piscine à l'intérieur. Il y a moins d'exigence de se tenir à l'auteur. Aux États-Unis, on dit keep up with the Jones, c'est de maintenir à la hauteur des voisins. Quoi. Il y a moins ce besoin-là. Donc, Richard Wilkinson montre une possibilité d'amélioration de la société, c'est au fond, l'homogénéité des sociétés. Ensuite, sur la question Popol, quand des dirigeants ne protègent plus, pour les gens, ils ne servent plus à rien. Et quand on a cet éloignement démocratique, voire la recherche d'une autre solution à l'extrême droite,
pour moi, la question centrale est la question de se sentir protégé. Parenthèse, je suis de la Grande Picardie, d'où est partie la Grande Jacquerie, qui est en 1356 à vérifier. Tu sais pas ça, toi? Non, on est des Picards là, donc, qui est en 1356, met le feu au château et encercle Paris. Et avec Étienne Marcel, on a failli opérer une jonction qui allait renverser l'aristocratie et le pouvoir royal. Bon, pourquoi cette révolte paysanne naît? Parce que 2 années auparavant, il y a la bataille de Poitiers. Et à la bataille de Poitiers, les soldats, qui sont des gueux, voient les officiers, aristocrates, toute la noblesse française, fuir en courant devant les Anglais. Mais quand ils rentrent au village, ils disent « Mais nos seigneurs, c'est ça, c'est ceux qui ont détalé devant les Anglais. Voilà comment ils nous protègent. » Vous voyez? Et du coup, ça libère quelque chose qui fait qu'il y a la possibilité d'une révolte parce que ces seigneurs sont des simples hommes et même sont bien plus lâches que nous ne le sommes. Et je pense qu'on vit ce temps-là où les gens ne sont plus protégés, sur obtenir des médicaments, protégés sur leur facture d'électricité, protégés sur leur emploi évidemment, protégés sur des choses très concrètes de l'existence, et qu'à partir du moment où les dirigeants ne protègent plus, eh bien, il y a le désir de passer à autre chose. Et donc, je pense que sur la question des États-Unis, on doit avoir une double réponse. La question n'est pas les vins français qui sont taxés aux États-Unis, c'est un souci. La question n'est même pas des 15% d'un côté et des 0% quand nous exportons. Pour moi, il y a une double question, c'est le capital américain. Plus de 5000 entreprises sont passées en 10 ans au capital des États-Unis, dont Alstom, mais y compris dont l'ATCOR dans l'aviation militaire, dont un certain nombre de secteurs stratégiques sont passés aux mains du capital anglo-saxon. Et je pense qu'à la place d'aller faire la danse du ventre à Choose France pour que davantage du capital américain vienne dans notre pays, on doit au contraire s'en protéger pour maintenir une souveraineté sur un certain nombre d'industries. C'est une première question. Et la deuxième question, c'est la question de la souveraineté numérique. Et c'est là-dessus qu'on devrait riposter à Trump, en ripostant sur Musk, Zuckerberg et ainsi de suite, et en nous protégeant, en établissant des lois, ce à quoi nous avons renoncé. Et moi, j'invite toujours quand même à regarder à l'Est et à nous protéger de la Chine. Parce qu'en vérité, les surcapacités et la surproduction, c'est la Chine qui les a. C'est la Chine qui l'a sur la chimie, sur la métallurgie, sur la sidérurgie, est en train de raser le peu d'industrie qui nous reste. Et donc, je pense que s'il y a à se protéger par des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation, je peux être plus précis sur ça. Et en identifiant, moi je suis pour qu'on identifie 100 produits sur lesquels on veut maintenir la main. Et imaginez le photovoltaïque. Je veux dire, normalement c'est l'énergie et c'est l'énergie d'avenir. Eh bien, c'est rasé. Ça n'existe plus. Et à moins d'une politique consciente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de taxe aux frontières. Moi, j'avais une usine, c'était le dernier fabricant de lysine en Europe. Donc, c'est un acide aminé qui sert à nourrir les poulets et les porcs. Donc, c'était la dernière. On l'a sauvé sur le fil. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire relever les droits de 80% sur les importations en provenance de Chine. Sinon, ce qui arrivait de Chine était 2 fois moins cher et 5 fois plus polluant parce que là-bas, c'était produit à partir de gaz. Vous voyez, donc il y a un enjeu pour moi de protéger notre pays, de protéger notre industrie. Et je pense que sur le terrain économique, on avait le rapport de force possible avec les États-Unis parce qu'on représente le plus grand marché mondial. Donc, une Europe qui serait plus unie dans son désir d'apporter une autre réponse, ça serait possible. Ça met beaucoup de conditionnels et je pense qu'aujourd'hui la question européenne est un nœud, et un nœud sérieux, et plus ça va aller, plus on va avancer au fil des semaines et des mois, plus ce nœud va se resserrer et plus ça va devenir la réponse qu'on a vis-à-vis de l'orientation de l'Union européenne qui ne convient pas, plus ça va devenir une question importante dans le débat politique français. Avec le patronat, je passe, mais il y aura de la bagarre, ou il y aura du rapport de force. Ça s'est jamais passé autrement dans l'histoire. Hein. Si on a pu partir en congé et qu'ils étaient payés cet été, c'est parce que il n'y a pas seulement eu une victoire dans les urnes, mais il y a eu les usines occupées et c'est passé par la rue aussi. Je signale que
lors du vote sur les congés payés en 1936, un seul député s'y est opposé. Un seul. Je salue son courage, par ailleurs. Non, mais c'est vrai. Moi, des gens qui restent fermes sur leurs convictions, à un moment où un tsunami est en train d'emporter le pays et d'emporter l'Assemblée, les députés également, le refuser est quelque chose qui mérite le salut à ce réactionnaire. Mais évidemment, si jamais demain, on devait juste avoir, ça serait déjà pas mal, mais enfin si on avait un président ou une présidente progressiste, humaniste, antiraciste, féministe, écologiste, vous mettez tous les listes gentils que vous voulez, que derrière vous avez des ministres pareils, que vous derrière vous avez une assemblée pareille, mais que ça ne bouge pas en bas, rien ou pas grand-chose ne se passera. Et je pense qu'il faut que ça bouge en bas, en opposition ou en appui, en volonté, en sortie dans la rue, en manifestation et ainsi de suite. 68, le problème c'est qu'on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Le problème 80, c'est qu'on a eu les urnes, on n'a pas eu la rue. Donc moi je suis pour la conjonction des deux. Mais je dis aussi que si jamais d'en bas et dès maintenant, il n'y a pas dans les mairies. Alors j'ai vu un petit livre là sur l'écologie municipale. De la même manière qu'aux éditions Fakir, on va sortir un petit bouquin sur qu'est-ce qui a été fait par telle mairie en matière de déplacement et tout ça. Parce que si jamais on ne rouvre pas un imaginaire d'en bas par les associations, par des mairies qui viennent dire regardez ce qu'on a fait, c'est possible. Vous savez, quand on fait la loi sur les vacances avec des députés écologistes, socialistes, insoumis, génération, tout confondu, tous les communistes, toute la gauche porte cette proposition de loi sur des vacances pour tous. Quand on dit qu'il faut que chaque gamin ait la possibilité de partir une semaine en vacances pour 10 € par semaine, si jamais ça n'avait pas été fait à Poitiers, si ça n'avait pas été fait à Trappes, pour les gens, ça serait du délire. À partir du moment où on dit, bah, regardez, ces communes-là le font, pourquoi on serait plus con? Pourquoi c'est pas possible de le faire pour tout le pays? Ça éveille un imaginaire. De la même manière que quand l'Allemagne met le billet de train à 19 € puis à 49 € et qu'on dit, bah voilà, il faut que les gens puissent circuler l'été avec ce pass-là. Regardez, l'Allemagne le fait, ça rouvre un imaginaire. Je dis que la question de rouvrir un imaginaire et rouvrir un imaginaire positif dès aujourd'hui est un enjeu. Parce que notre principal ennemi, c'est la résignation, c'est l'abattement, c'est le découragement. Et c'est en fait un imaginaire qui n'imagine plus, qui est recroquevillé, qui est étouffé et qui fait qu'il y a une phrase clé qui revient en permanence, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une tautologie, on appelle ça en littérature. Le ça renvoie au ça. On a une espèce de cercle fermé, le serpent qui se mord la queue, un cercle vicieux. Et il faut casser ce cercle. Casser ce cercle, c'est dire, regardez, ailleurs ce n'est pas comme ça, hier ça n'était pas comme ça, et donc demain pourra ne pas être comme ça. Et je pense qu'il y a un enjeu à gagner des élections, il y a un enjeu aussi à avoir un certain nombre d'initiatives citoyennes qui font vivre des alternatives qui seront des points d'appui dans le pays. Sur l'école et sur l'éducation. Je dis la première convention qui va se tenir de Front Populaire 2027 sera sur la question, c'est vous monsieur, sera sur les questions d'éducation, d'accord? Donc ça sera largement débattu et si c'est le premier thème qui est abordé, c'est quand même avec la conscience que c'est évidemment un enjeu pour notre avenir que l'éducation qu'on donne à nos enfants. Première chose, je vais dire rapidement deux choses. Un, il y a la question des moyens. C'est évident. Et on sait que la France est en gros un point de PIB en dessous des autres pays de l'OCDE sur l'investissement dans l'éducation. On sait que ça a baissé dans la durée. On sait que à la fois en primaire et en collège, on est avec les classes qui sont les plus chargées dans nos établissements. Je le dis et je le dis de manière générale pour que ça soit pour tous les sujets. La question des moyens ne doit pas nous faire oublier la question des fins. Et que je pense qu'on a une société qui est malade, je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de projet qui est proposé, de faire ensemble qui est proposé. Et je pense que l'éducation est malade de par les moyens, mais est malade aussi de par la finalité qui n'apparaît plus avec clarté.
Et je pense que la question de se dire, voilà, quelle est la finalité qui est poursuivie. Les hussards noirs de la République avaient pour mission à la fois d'installer la République, de former des citoyens et des républicains, et possiblement aussi des patriotes qui mèneraient le combat de nouveau pour retrouver l'Alsace et la Lorraine. C'était un projet qui était porté avec clarté. Quand il y a eu ensuite la nécessité d'élever le niveau de formation parce que on devait passer de la paysannerie à des usines qui réclamaient une main-d'œuvre plus qualifiée quand même pour beaucoup, puis à les sociétés de services et avec un certain nombre de cadres qui est fait qu'un certain nombre de personnes des classes populaires, dont mon père, ont accédé d'abord au collège, au lycée et possiblement à des études après-bac avec ces trajectoires d'ascension qui ont été assez importantes numériquement dans l'après-guerre. Il y avait un projet pour l'éducation. Quand il y a eu l'idée qu'il fallait l'égalité des chances, il y avait un projet pour l'éducation. Je dis il y avait, parce que je pense que plus personne ne croit, et Bourdieu y est pour un peu, mais pas seulement, l'expérience y est pour beaucoup, que l'égalité des chances est aujourd'hui une réalité ou qu'elle peut se produire. Donc du coup, je pense qu'il faut poser la question d'une autre finalité de l'école. Moi, je veux que ça soit du brouillon, je vois qu'il y a une caméra, ça m'inquiète toujours beaucoup. Donc je le dis en tâtonnant, d'accord, hein, mais je pense que le lien avec la question écologique devrait être central dans ce qu'on fait de l'école. J'entends par là que de créer des individus qui puissent être autonomes et des individus qui puissent être complets. Vous avez devant vous un être éminemment incomplet. C'est-à-dire que je suis formé à lire, à écrire et je me suis formé ensuite à causer, manifestement. Mais à part réparer des toilettes, vous ne verrez pas faire grand-chose. En matière de mécanique, je ne sais pas comment fonctionne un moteur. Je jardinais. Mes parents m'ont appris quand j'étais gamin, mais j'ai complètement délaissé. Cuisiner, ne venez jamais chez moi pour le déjeuner. Donc, voilà, la réalité, c'est que je suis un être éminemment incomplet. Et je pense que se dire qu'on formerait des individus plus complets et qui du coup ne reposent pas sur l'industrie, pour l'alimentation, pour à peu près tout, mais seraient capables de faire tout ça, devrait être un enjeu pour l'éducation et en particulier, à mon sens, pour le collège. Je pense que c'est encore à l'école maternelle et à l'école primaire, il peut y avoir une jonction entre ce qu'on va dire l'intellectuel et le manuel, sachant qu'à mon sens, il ne faut pas les disjoindre de cette manière-là. Mais de se dire que du jardinage, il y aurait du bricolage, il y aurait de la cuisine et qu'il y aurait au brevet, par exemple, une épreuve de cuisine et peut-être au baccalauréat, non pas de manière optionnelle, mais obligatoire, une épreuve de cuisine parce qu'on veut former des êtres complets, me paraît un enjeu. Ça me paraît un enjeu pour une deuxième raison, c'est que, à mon sens, la manière dont s'opèrent les apprentissages, c'est-à-dire de manière très abstraite en mathématiques, en français et ainsi de suite, peuvent être un moyen d'éloigner les classes populaires qui peuvent beaucoup plus recoller quand il y a un usage immédiat qui est fait d'un savoir théorique, que c'est lié à un savoir pratique. Donc du coup, écrire une recette de cuisine, peser les aliments, faire une règle de 3 pour avoir un gâteau au chocolat et ainsi de suite. Enfin, dernier enjeu, il me semble, de porter ça, ces savoirs, notamment au collège, c'est que les enfants, à la fin de la 3e, puissent s'orienter, non pas seulement par dépit, par défaut, dans une impasse, voie de garage du lycée technique ou technologique, mais par choix, parce qu'ils auront touché à des choses, et il y a des choses qui leur auront plu, et des choses qui leur auront pas plu, et y compris quand ils sont en seconde dans ces filières, ils puissent non pas y être orientés de manière figée et devoir y passer 3 années, mais pouvoir encore toucher à des choses et à d'autres avant de se déterminer, me semble un autre enjeu. Donc voilà, de manière tâtonnante, ce que je pense qu'il y aurait à mener sur la question des finalités de l'école. Mais je pense que Jean-Claude va avoir beaucoup à dire sur le sujet parce que quand même d'abord c'est sa profession et ensuite c'est quand même l'un de tes enjeux.
Tu veux que je rajoute un mot sur l'école? Oui, vas-y. 5 ministres de l'Éducation nationale depuis 2022. Déjà. Alors, si on faisait un quiz pour que vous vous souveniez des 5, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à les avoir tous. Le problème, c'est que même au présent, on ne sait pas qui ils sont. Voilà. Bah, si la dernière, on la connaît un petit peu mieux. Les prédécesseurs. Et donc, quelles ambitions, quelles réformes marquantes? Il n'y a eu que Gabriel Attal qui finalement a fait de la communication avec le retour de... Non, même pas le retour, parce que ça n'a jamais existé en France. Avec l'expérimentation de l'uniforme à l'école, comme si voilà, on allait résoudre, comme avec une baguette magique, tous les problèmes et toutes les inégalités justement de cette manière-là. Et puis avec les groupes de niveau dont on voit aujourd'hui déjà le fiasco qu'ils représentent. Mais comme d'habitude, ils n'ont jamais voulu écouter personne, et à commencer par les spécialistes des questions éducatives, qui sont toujours quand même utiles dans ces questions-là. Donc aujourd'hui, et François l'a dit, je pense que ce qui est terrible, c'est que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Et que finalement l'école, aujourd'hui, ne fait que reproduire les inégalités sociales et ne donne plus la chance aux enfants d'échapper finalement à leur destin. Et souvent, je veux dire, il est écrit même dès la fin du primaire. C'est-à-dire qu'on sait déjà, il y a des statistiques, on sait déjà en fonction des résultats, des évaluations et des déciles, qui finira au lycée professionnel. Et je dis ça avec beaucoup d'affection parce que j'y ai passé plus de 20 ans de ma vie. Donc, mais néanmoins, c'est une réalité. Les dés sont déjà jetés. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Et là, ce ne sera pas juste une histoire de moyens, de rajouter des postes, etc. Il faut vraiment repenser, redonner une ambition à notre système éducatif et surtout remettre en avant et tout en haut de la pile l'éducation nationale. Ces dernières années, c'est le privé qui a été le grand gagnant de tout, à tous les niveaux, que ce soit du primaire au secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur, même à l'apprentissage. Et donc, comme d'habitude, le manque d'engagement de l'État a fait qu'on a laissé la place. Ça s'est fait pour la petite enfance, ça s'est fait pour les personnes âgées, ça s'est fait pour tout un tas d'autres pans de l'activité dans la société. Quand on laisse le privé s'installer, il vient, il apporte des solutions, mais lui, il n'est pas là pour justement garantir l'égalité entre les gens ou défendre l'intérêt général. Il est là pour faire du business. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, enfin intéressant, c'est indispensable plutôt de redire que l'éducation nationale doit être la clé et qu'on doit la repenser, je dirais presque de A à Z, et peut-être sortir aussi d'une forme d'administration qui finalement ne tend qu'à reconduire le système sans interroger ses failles, parce que c'est un petit peu le problème actuellement. Donc ouais, c'est juste une ébauche, mais je pense qu'il faudra vraiment une révolution pour l'école et les ambitions qui vont avec, et que ce ne sera pas juste une histoire cosmétique, clairement. Bravo. Ensuite, j'avais les shifters. Donc évidemment, j'écoute Jean Covici et je lis le travail. Je ne sais plus qui m'a posé la question, c'est vous, madame. Et je lis le travail qu'ils font. J'ai été invité à leurs universités également. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Les chiffres, les recherches qu'ils opèrent sur un certain nombre de sujets. Juste limite pour en faire, nous, de la politique. C'est le récit et c'est quelque part l'empathie, la prise en compte de la sociologie et un certain nombre de choses comme ça qu'il faut que ça doit être enrobé à mon sens, et ça pose une question de passage des idées dans la société, quoi. Mais c'est évidemment sur chaque fois qu'on aborde une question, nous, il y a une demande qu'on aille chercher ce qu'ont fait les shifters et qu'on ait quelque part des think tanks qui ont pensé en amont et qui nous amènent des cartouches, jambées. Sur adaptation, ce que j'appelle, je veux dire, d'un côté la limitation du changement climatique et de l'autre côté l'adaptation au changement climatique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une frontière qui soit tracée de manière aussi nette que ça. Quand je dis qu'il faut en finir avec les passoires thermiques, il me semble qu'on est à la fois dans l'adaptation et la limitation. Quand on dit qu'il faut mettre les marchandises sur le rail et sans doute avoir moins de marchandises, c'est pas sans doute sa culture, avoir moins de marchandises qui circulent, on est à la fois dans l'adaptation et la limitation. Enfin,
là je vais peut-être faire plaisir à la personne qui m'a interrogé sur la décroissance, mais je pense qu'on devrait avoir comme objectif que le moins possible de téléphones portables soient vendus dans notre pays, que cette chose vive le plus longtemps possible, que du coup on interdise les publicités à ce sujet et que ça soit pas, en dehors même des multiples fonctions que remplit cet appareil, quelque chose qui devienne le symbole de la compétition entre les individus pour des symboles sociaux. C'est bien ce que c'est au-delà de son utilité. Je le dis pour des raisons d'écologie, parce que évidemment tout ça utilise beaucoup de matière, mais je le dis aussi pour résorber le déficit commercial. Je disais tout à l'heure, on parle du déficit public, on a un autre souci qui est le déficit commercial, qui est aux alentours de 80 milliards d'euros, il me semble, on avait atteint quasiment le double, mais qui est pour partie sur l'énergie. On doit avoir pour objectif de limiter nos importations de gaz et de pétrole au maximum, mais en vérité tout téléphone portable qui est acheté, c'est du déficit commercial, puisque c'est produit au loin à 99,9%, enfin il n'y a rien qui est produit ici. C'est pas vrai qu'on va réapprendre à faire cette chose-là dans les années qui viennent. Je ne le mettrai pas dans ma liste des 100 produits qui sont prioritaires. Si le peuple en décide autrement, bon, je suivrai le peuple, mais je ne le mettrai pas dans ma liste des 100 produits prioritaires. Du coup, ça demanderait à ce qu'il y ait un atelier de réparation par quartier ou par canton qui permette que sur la mécanique, l'électronique, l'informatique, il y ait la possibilité de réparer son matériel, éventuellement de le mettre à jour sur le plan des logiciels ou sur le plan des composants, pour ne pas avoir à importer ça. Ce n'est pas le marché qui va nous installer des ateliers de réparation et de transformation de nos matériaux. Donc ça doit être une action volontaire de l'État qui va réclamer du travail à l'intérieur de tout ça et qui va faire que, en plus, sans doute que ça va coûter plus cher, mais que l'emploi qui existait au loin va devenir de l'emploi local. Est-ce que, quand je tiens ce discours-là, je suis dans l'adaptation ou la limitation? J'en sais rien, mais je pense que les deux, il n'y a pas la nécessité d'opposer. Enfin, la dernière question qui paraît une question essentielle, la question de la 6e République. En vérité, on a depuis 40 ans une démocratie qui fonctionne sans le démos, voire contre le démos, et où à chaque grande décision, les gouvernements se flattent d'avoir le courage d'aller contre le peuple. Et on peut être sûr que Bayrou, au fond, va presque être fier d'avoir des manifestations contre lui et d'avoir 80% d'opinions défavorables, ce qui démontrera son courage. Ils ont le courage en permanence de s'en prendre aux infirmières et aux caissières, et ils ont le courage aussi de ne jamais s'en prendre aux actionnaires. Donc la question d'une démocratie qui fonctionne et où la voix est laissée au peuple, un peuple qui n'est pas un peuple statique juste de sondage, mais qui est un peuple qui débat, qui s'interroge, qui s'élève, qui s'éduque, parce que derrière il aura des décisions à prendre, me paraît un enjeu essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la 6e République ou, enfin, je pense qu'il faut le poser autrement, je me permets. Il faut poser, à mon sens, par une demande qui est maintenant une demande populaire actée profondément dans le pays et qui était le mot d'ordre des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Je pense qu'il faut l'acter, que nous, si nous venons au pouvoir, il y aura le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Je pense que la Convention citoyenne, avec le défaut de ce qu'on a fait Macron, mais néanmoins, en termes d'expérience, a montré qu'il y avait une possibilité. Moi, je souhaiterais qu'on en fasse des espèces de love story avec des caméras à l'intérieur, avec des gens qu'on suit, et ainsi de suite, pour que ça se diffuse partout dans le pays et qu'il y ait une identification aux gens qui viennent. Et je pense qu'il faut maintenant des états généraux de la fiscalité, parce que même on a des impôts qui sont devenus à la fois illisibles et injustes, et que si on veut réformer ça, on n'y parviendra pas. Même en ayant le pouvoir, il y aura une très forte opposition de tas de personnes dans le pays, et qu'il faudra en passer par
un processus de cette nature-là pour le faire mûrir, et il y aura bien sûr un siège pour Bernard Arnault. Je pense que la question de la démocratie, de faire entrer la démocratie dans l'entreprise, c'est Jean Jaurès qui disait que la Révolution a fait des Français des rois dans la cité, on n'y est pas encore, mais les a laissés serfs dans l'entreprise, et qu'il va y avoir une entrée de la démocratie dans l'entreprise par le haut avec la présence des salariés au conseil d'administration, et par le bas avec une journée où les gens entre eux, sans leur hiérarchie, peuvent discuter de leur organisation, des obstacles qu'ils rencontrent. La question de refaire de la démocratie à l'hôpital, au fond que les services publics ne soient pas vécus juste comme une espèce de technocratie, mais qu'il y ait de la place de la voix, de l'animation à l'intérieur, me semble un enjeu central. Et en vérité, ça sera le seul levier qu'on aura pour faire bouger les choses en profondeur. La force avec nous ne sera pas la force de l'argent, même si j'ai entendu qu'il y avait une cagnotte de 10 millions d'euros. Mais la seule force qu'on aura, ça sera la force des gens. Et donc le levier pour obtenir ça, c'est qu'ils trouvent un chemin d'expression en ce sens, et donc multiplier de nouveaux outils dans la boîte à outils démocratique. Le suffrage universel a été un outil, et il ne nous faut évidemment pas y renoncer, mais trouver d'autres leviers pour qu'il y ait de la possibilité pour que le peuple s'exprime, me semble presque le premier des enjeux. Le levier par lequel on parviendra derrière à faire bouger en profondeur les choses. Voilà. Est-ce que je dirais un mot après, mais je vais laisser les camarades de Debout Strasbourg s'exprimer. Allez-y, camarades. Sur Strasbourg et puis dans le Bas-Rhin, parce que je pense qu'il y a aussi des gens du Bas-Rhin. Donc en fait, on a besoin de vues, on a besoin de gens. Notamment aussi des femmes. C'est pas une injonction, mais c'est vraiment une demande, parce que quand on a un jeune parti, c'est souvent des mecs qui vont prendre la parole et qui se sentent la légitimité de venir. Donc on a besoin de vous, mesdames. Voilà. Il va y avoir Jean-Baptiste et Corentin. On aura des petits tracts. Si vous avez des adresses à me donner, un numéro de téléphone ou des mails, venez, parce qu'on va essayer de militer autrement. On va essayer d'avoir des debout pétanques, des debout de toutes choses. Si vous avez des idées, des artistes aussi, on a besoin de tout ça. Et donc voilà, on a besoin de vous sur Strasbourg, et puis pour aider François à être en tout cas capitaine d'un 15 de France, une espèce de Sébastien Chabal ou autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir quand on aura fini tout ça. Voilà. Moi je compte sur vous. Il est évident que dans le chemin qu'on s'efforce d'emprunter, il va falloir du monde, des compétences différentes, dans des lieux différents et ainsi de suite. Et voilà, moi je compte sur le nombre, les gens, et qu'on arrive à s'organiser le plus largement dans le pays. Il le disait, je souhaite qu'on ait une organisation territoriale, mais je souhaite qu'on ait une autre forme d'organisation, finalement qui soit aussi une organisation quasi professionnelle, avec des AVS debout, des femmes de ménage debout, des profs debout, et ainsi de suite. Et qu'on ait une organisation en termes de loisirs aussi, avec pétanque debout, motard debout, et voilà. Donc en tout cas, toutes les bonnes volontés seront accueillies, et si vous n'avez pas de temps, vous pouvez nous donner de l'argent, ça nous servira aussi. Voilà. Un grand merci à vous en tout cas. Merci à vous. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est vous à Strasbourg, c'est vous. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner.